Donc voilà aussi petit rappel, Mathieu connaît très bien Benoît parce que Mathieu est le partenaire d'entraînement. Ils sont partenaires d'entraînement justement avec Benoît sous l'égide de Daniel Ouorin, au Mm. team Ouorin. Non seulement partenaire d'entraînement, et aussi j'ai commencé ma carrière pro avec Benoît, et Benoît, quand je l'ai connu, il avait que un ou deux combats pro, hein. Donc on a vraiment fait, j'ai vu sa progression, j'ai vu son évolution physique, j'ai vu son évolution technique, j'ai vu son évolution mentale, j'ai vu toute son évolution de A à Z. Donc je connais bien le personnage, je connais bien le loustic. Voilà, on va dire qu'ils ont grandi ensemble dans la sphère combat. Donc voilà, Ah. les deux se connaissent très bien. Du coup, Mathieu, ton actu fight, elle est toujours maintenue pour le 10 février pour la ceinture à Hexagone MMA. Alors il y a eu un petit changement que tu vas nous expliquer. Alors on reprend tout du début. Déjà à la base, j'étais censé faire la ceinture en septembre. Malheureusement, je me suis blessé au bras, comme tous ceux qui suivent mon actu l'ont su. Et j'ai pas pu faire la ceinture, et malheureusement, c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré la ceinture en septembre. J'étais censé affronter cette personne, c'est Laïd Zerouni. J'étais censé affronter du coup en février. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Dans le camp, on a reçu une information comme quoi c'était plus Laïd. Laïd, il allait combattre au KSW. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas d'où vient la faute. Si c'est Laïd, si c'est Hexagone, je n'ai aucune idée. On n'a pas forcément cherché, puisque ça, c'est un truc que je répète très souvent quand vous faites des combats, que ce soit haut niveau, bas niveau, c'est concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous pas sur les adversaires, parce qu'en fait, les adversaires, ils changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si à chaque fois vous vous concentrez sur un adversaire, vous n'allez jamais avancer. Donc pensez vraiment à vous, pensez vraiment à votre progression à vous, et vraiment, quand le combat est très très proche, là, peut-être identifier un petit peu les qualités de votre adversaire et tout ça, mais vraiment, faut pas se figer sur l'adversaire. Je suis surpris et impressionné des choses sensées que tu peux dire parfois. Ouais, ça, c'est l'école Ouarin. Franchement, non mais non, non, mais Expérience, expérience, tout le monde le faut. c'est vraiment logique, hein, parce Ouais. que ouais, dans un combat, comme tu dis, il peut y avoir une annulation de dernière minute, une blessure, un machin, Ça etc. arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Les préparations sont très compliquées, à tous les niveaux, que ce soit en amateur, que ce soit en professionnel. Donc il y a toujours des blessés, il y a toujours des changements de dernière minute. Faut pas être surpris, faut pas être surpris. Et pour reprendre du coup l'histoire de la ceinture, du coup là je vais combattre en février, donc la même date, contre un autre challenger qui sera Alexis Fontes, et ce sera pour la ceinture intérimaire. Ce sera pour la ceinture intérimaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, Laïd, il a pas encore quitté Hexagone, ou il a pas du tout quitté Hexagone, et on va quand même s'affronter dans l'année, je ne sais pas encore quand dans l'année, pour unifier la ceinture. C'est-à-dire que moi, j'aurai ma ceinture intérimaire, lui sa ceinture, et en fait, celui qui gagne, il aura vraiment la ceinture. Ce sera une vraie de vraie ceinture. Puisque là, pour l'instant, est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment ceinture? On ne sait pas vraiment, puisqu'il a fait que 2 combats dans l'orga pour avoir la ceinture. Ouais. Moi, j'en ai fait 3, j'ai même pas encore accès. Enfin, il a fait un combat et ensuite il a accès à la ceinture. Moi, j'ai dû en faire 3, là, j'en aurais fait 4 pour accéder à la ceinture. Donc, qui aura le plus de légitimité? Je pense que lui, il a besoin de ce combat pour légitimiser, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, sa ceinture. Et moi, j'ai besoin de Je choper sais la pas si ce ceinture. terme existe. Je sais pas si ce terme existe. Je vais faire ma recherche, je vais voir tout de suite. Légitimiser, ça se dit, ouais, Légitimé. légitimer. Alors, c'est une variante Légitimé. contestée, C'est une variante. une variante contestée de légitimer, donc ça existe. De légitimer, donc lui, ce serait un moyen de légitimer sa ceinture, et moi, ce sera un moyen de parler de sa ceinture, tout simplement. Donc voilà, donc je combats quand même en février contre Alexis Fontes à Dijon. Prenez vos places, c'est pour Hexagone MMA. Ça va. Non, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais. Alors, le Colisée, on t'attend sur Twitter, Mathieu. On va pousser ta propagande. Donc, il va falloir que tu installes Twitter. Twitter. Ah non, 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 c'est bon. Déjà Instagram, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. J'ai pas le droit de faire ma promo personnelle, mais je la fais. Ouais, suivez-nous sur Instagram. Mathieu LD, Gabriel Mathieu LD Levent. déjà. T'es en train de saboter ma promotion. Non, mais j'ai que Instagram et ça me suffit pour l'instant largement. Je sais qu'il y a d'autres médias qui sont intéressants, mais ça prend beaucoup de temps. Moi, je fais tout moi-même. Ma communication, absolument tout. Donc, ma nutrition, ma préparation physique, tout, tout, tout. Donc, je veux pas être partout. Calmez-vous, il ne peut pas être partout. Même sa coupe de cheveux, vous pouvez voir qu'il l'a fait tout seul. C'est pour ça que c'est Et problématique. plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Euh, du coup, alors, Taylor. Petit récap aussi sur Taylor. 31 ans, c'est son deuxième run à l'UFC. Donc il a fait un premier run qui s'était coupé d'ailleurs un peu bizarrement parce qu'il était sur je dirais un bon record à l'UFC. Je crois qu'il était à 3-1 ou 4-1, un truc comme ça. 3, 3, 3. 3-1. Donc il est aussi devenu champion de l'organisation, c'est en Allemagne je crois, le GMC, champion du TKO au Canada, champion de l'ARES,
Donc voilà, et surtout 19 victoires, 3 défaites. Taylor, c'est un des plus solides palmarès français qui puisse y avoir actuellement, quoi. Mm. Cette défaite, elle était contre Eric Pérez, qui est aujourd'hui au Bellator, qui performait pas mal à l'UFC, hein, parce il avait quand même, il avait un bon palmarès à l'UFC. Il est resté longtemps à l'UFC. Ensuite, il a migré vers le Bellator, donc il n'a pas perdu contre n'importe qui. Il a perdu quand même contre un combattant qui était au niveau. Et ouais, mis à part ça, sinon, il a vraiment performé. Il a très très bien performé, puisque depuis sa défaite à l'UFC, il a enchaîné alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires pour une seule défaite. Donc un parcours assez intéressant. Et donc aussi, donc voilà, c'est son deuxième run qu'il entame à l'UFC. Il a eu aussi un petit changement d'équipe, enfin un gros changement d'équipe même. Donc il s'est entraîné pendant des années au MMA Factory avec Fernand Lopez et il a changé d'équipe et il s'entraîne maintenant à l'US Metro avec Johnny Frachet. Il a signé à l'US Metro, notamment aux côtés de Morgan Charrière. Il y a aussi Paul Dena qui est à l'US Metro. Voilà, il y a une bonne grosse écurie française. Et du coup, alors, Farid, lui, 26 ans, invaincu, il a 11-0. Et, un KO, 6 soumissions, et donc après le reste par décision. Ça va être son troisième combat à l'UFC, le quatrième si on compte le combat au Dana White Contender Series. Il s'entraîne, lui, à l'Extreme Couture. À l'Extreme Couture, avec à l'Extreme Couture, il y a qui? Il y a le coach Eric Nixig. Bon, t'as Ngannou, t'as Sean Strickland, t'as Chris Curtis. Enfin, t'as énormément de très gros combattants. Très fort en ce moment en plus. Hein. Ouais. Très très fort en ce moment. Il performe beaucoup. Et alors aussi, petite chose à souligner, petite anecdote, c'est que donc les deux frangins sont afghans et je crois que c'est les seuls représentants afghans à l'UFC. Ah attends, non, il y a pas. Si, je crois que ça doit être les deux seuls afghans à l'UFC. Hein. Alors là, j'en ai aucune idée. Je t'avoue, je connais pas Et c'est les. vrai que par exemple l'Afghanistan, c'est pas un pays qu'on voit forcément au très haut niveau en sport de combat. Donc Après, intéressant. il représente l'Afghanistan, mais je pense pas qu'ils s'entraînent en Afghanistan par contre. Hein. Je pense Non non que non c'est. non non bah non, ils s'entraînent à Extreme Couture. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Si tu m'écoutais un petit peu. Bah, après, donc, en termes d'opposition, est-ce qu'on peut dire que c'est vétéran contre top prospect? Est-ce qu'on peut qualifier de Taylor de vétéran, vu qu'il a fait une période de transition dans d'autres organisations que l'UFC? Ou est-ce qu'on peut considérer Taylor encore contre entre guillemets, un nouveau aussi, un petit Bah, nouveau? Taylor, ça va être son 22e combat, donc il a de la bouteille derrière, tu Mais vois. plus d'expérience, il a quand même un parcours à l'UFC, c'est vrai. Donc ça va être, comme tu as dit, certainement un peu le vétéran, mais pas encore de l'UFC, vu qu'il vient de rentrer dans l'UFC. Alors, Noah, décembre pour remplacer Piotr Jan qui avait pull out. Ok. Ok, ok. Putain, mais je lui ressemble vraiment rien, c'est chaud, hein, t'as raison. Moi, je veux voir des mèmes sur la Coupe à Mathieu. Je veux voir sur la pochette de Tokyo Hotel ou un délire comme ça. Non, merci. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, Gaïa Roots. Et mais du coup, Mathieu, tu es pour Greg MMA ou Ibra TV pour leur combat? Alors, pour le combat de Greg, qui aura lieu en janvier contre un inconnu, je suis pour Greg, forcément. Par contre, pour le combat Greg contre Ibra, je suis pour Ibra. Ibra, il s'entraîne chez nous, il s'entraîne avec Daniel. Je le connais depuis X années maintenant. C'est un bon pote à moi. Donc, forcément. Forcément. Pour combien de subs t'enlèves ton bonnet, Mathieu? Ah, je peux l'enlever si vous voulez comme ça, mais ça va pas être terrible, attends. Ah mon dieu! Oh mon dieu! Ça va, il y a pire. C'est bon, gars, il y a pire. 0 €. Mais on va vite le remettre quand même. Hein. Allez, faites péter les subs. Il représente l'Afghanistan mais ne peuvent pas rentrer avec les drapeaux. Les drapeaux ne sont pas visibles à l'écran. Oui, c'est vrai. Ils sont qualifiés d'apatrides quand ils rentrent. Je sais pas pourquoi. C'était à l'époque où il y avait le. Je me souviens, il y avait le. Pareil, ils avaient fait pareil avec les Russes pendant un moment. Quand il y Pendant le avait conflit, à cause des conflits, ouais. russo-ukrainien, ils avaient camouflé les drapeaux. Donc peut-être que l'Afghanistan est considéré comme ennemi des États-Unis. Du coup, ils disent bon, bah, on met pas le drapeau des ennemis. Vraiment chelou, hein. C'est un peu bizarre. Par contre, ils ont rétabli les drapeaux à l'intérieur de. Tu peux rentrer avec les drapeaux et tu peux agiter ton drapeau après ton combat. Donc, je pense qu'ils ont le drapeau de l'Afghanistan à leur entrée.
Alors, Arer, je vous invite à tous à voir l'interview de Sean Strickland sur Francis Ngannou, excellente. Je veux bien que tu nous le links, s'il te plaît. D'ailleurs, en parlant d'interview, comme on parle de Basharat, Israël Couture, là, on parle de Sean Strickland, je vous invite fortement à aller voir, parce que j'ai trouvé ça vraiment une très bonne interview. C'est Sean Strickland qui se livrait totalement alors, c'est une grosse star aux US qui s'appelle Theo Von. Où, voilà, je pense de toute façon la vidéo elle a fait le tour sur les réseaux où tu vois Sean Strickland qui éclate en sanglots par rapport à ses traumas passés. J'avais trouvé ça vraiment très, très intéressant. C'est vraiment un personnage Sean Strickland et qu'on n'a pas l'habitude de voir surtout dans le MMA. Je pense qu'on va partir sur le dopage. Ouais. Ok. Alors, tu es le mieux placé pour en Ah parler. je l'attendais bien sûr. Mais Longtemps, gros comme une maison le bordel. Je t'en prie. Allez, annonce la couleur. Attends, et il y a un truc, tu mets un clash entre Strickland et Music avec leurs deux voix cassées de camionneurs, ça serait marrant, exactement. T'as l'impression, tous les deux, en fait, c'est la personnification du moteur diesel. Leur voix. Ouais, les gars, on dirait qu'ils ont consommé tu sais, ils ont fumé de la gauloise pendant 35 ans. C'est Votre voix ça. comme ça, c'est... C'est ça, c'est ça. Alors, du coup, le nouvelle dopage, politique antidopage de l'UFC. Donc l'UFC a fonctionné avec un organisme qui s'appelle USADA pendant de nombreuses années. L'USADA, donc c'est un organisme indépendant qui avait signé donc un contrat avec l'UFC pour faire tout ce qui était contrôle antidopage des combattants. En soi, ça s'est plutôt bien déroulé sur la plus grosse partie du temps, même s'il y a eu des petits micmacs. C'est-à-dire que ça avait pas mal gueulé sur la façon dont USADA allait contrôler les combattants. C'est-à-dire que quand tu es un combattant, que tu combats pour l'UFC, tu rentres dans ce qu'on appelle un testing pool. C'est-à-dire, tu dois te soumettre à... Pourquoi tu rigoles? Non, hein. Je vois des trucs bizarres qui se passent dans ta tête. Donc, voilà, tu dois te soumettre à des contrôles antidopage inopinés. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent débarquer là où tu es, que ce soit chez toi, à l'entraînement, n'importe où. Tu dois même leur faire savoir ta localisation pour qu'ils puissent venir te contrôler. Et ça, c'est 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Enfin, normalement, je crois à partir de 6 heures du match, je crois, ils viennent chez toi. C'est un peu genre, c'est la BAC qui débarque, tu vois. Voilà. Et tu dois te soumettre à ça. Et si tu rates des contrôles antidopage, tu as, je crois, que des avertissements et tant de contrôles antidopage, en vrai, c'est comme si tu les avais foirés, quoi. Parce qu'après, tu as, comment ça s'appelle comment dire, tu dois te justifier du pourquoi tu étais absent, fournir les preuves, etc. Et c'est pas limité, ça. Voilà. Donc, l'USADA, le problème, c'est que, par exemple, en plein camp d'entraînement ou alors pendant la Fight Week, etc., là où les mecs, ils sont en plein cutting, ils doivent se reposer, USADA, en fait, ils venaient niquer leur repos, ils toquaient à leur porte, ils les réveillaient, ok, faut que tu viennes pisser, etc. Et ça avait quand même pas mal poussé de coups de gueule. Après, l'USADA a relativement fait du bon boulot, je trouve, au fur et à mesure des années. Et c'est qu'aussi, ils rendent les résultats publics, contrairement à ce qui va potentiellement se passer avec la nouvelle forme la nouvelle organisation antidopage que l'UFC va travailler avec, quoi. C'est vrai que c'était pas non plus 100% idéal l'USADA, parce que je me souviens, Benoît, il m'avait dit, il avait fait son cutting à un moment, il était tout déshydraté, tu vois, donc t'as pas envie de pisser. Les mecs, juste après le cutting, ils attendaient, ils ont dit, vas-y, va pisser dans ton pot et tout, tu vois. Et parfois, ils faisaient des trucs un petit peu bizarres, l'USADA, quand même. C'était pas parfait, hein. Mais au moins, oui, ça avait le mérite d'être plutôt performant en termes de détection de dopage. Et USADA a d'ailleurs donné des petits gifts, des petits cadeaux quand à partir d'un certain nombre de tests antidopage réussis. Je crois qu'il y avait déjà un t-shirt, je crois, à 25 tests, et à 50, il y avait la veste, le jacket USADA. Et ça, les mecs, ils étaient vraiment, vraiment fiers. Je crois qu'il y a eu genre Daniel Cormier, qui c'est qu'il y a eu d'autres? Derek Lewis, qui l'a eu aussi. Derek Lewis, qui a eu la petite veste, la petite jaquette. Ça, c'était un clin d'œil sympa, ouais. Et donc, ils ont décidé de couper court, on va dire, à cette collaboration. Je pense que y a eu le cas de Conor McGregor qui a pas mal joué dedans, parce que alors Conor, il veut recombattre, donc s'il veut recombattre, il doit rentrer à nouveau dans ce testing pool. Et en fait, à partir du moment où tu en étais sorti, donc si tu veux combattre, il faut attendre un minimum de 6 mois
avant d'être autorisé à combattre. Donc c'est-à-dire à partir du moment où tu rentres dedans, tu peux pas directement aller te taper à l'UFC. Tu as 6 mois de contrôle Le non-stop DB, ouais. avant d'être clear, d'être autorisé à enfin combattre pour l'UFC. Donc ce qui aurait fait combattre Conor, parce que Conor, bon, il fait des annonces où il veut combattre Toutes les semaines. toutes les semaines. Euh, mais donc là, il est vraiment rentré dans le truc pour combattre et il doit attendre jusqu'en juin maintenant. Quoi qu'il est rentré en décembre. Donc à partir de mai, normalement, il doit être clear à combattre. Et, euh, et bah, du coup, il y a eu un peu des passes droits ou des trucs comme ça de la part de l'UFC en gros pour Conor ou ce genre de bordel. Ça a pas plu au directeur de USADA qui a gueulé. Voilà, donc il y a eu un gros micmac, souci, et ils ont décidé d'arrêter cette collaboration. Et donc ils se sont dirigés vers un nouvel orga pour tester qui s'appelle, attends, Je vais me DFSI, je coller. crois. C'est la DFSI. Alors non, DFSI. ça c'est DFSI, c'est ceux qui vont les chercher, c'est ceux qui vont collecter les échantillons pour les tests. Les laboratoires, c'est la SMRTL. Et enfin, c'est la CSAD, Combat Sports Anti-Doping, qui va gérer les sanctions et l'administration des cas de dopage. Alors, donc il y a eu, si vous voulez lire l'article en anglais qui est sorti sur le site de l'UFC, justement avec les plus en détail par rapport à ça. Alors, Drug Free Sport International, donc DFSI, c'est un leader global dans l'industrie antidopage et il collecte les échantillons, que ce soit amateurs, professionnels, dans des très grosses ligues comme la MLB, donc l'orga de baseball majeur aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a? La NFL, donc foot US. Il y a la NCA, donc tout ce qui est lutte, etc. NASCAR, enfin c'est énorme. En fait, c'est énorme. Et ça, oui, Je veux dire, c'est énorme, mais seulement il y a un tout petit souci, c'est qu'en fait, l'organisation de tests antidopage va encore une fois être indépendante, un peu à l'image de l'USADA, mais il y a quand même un élément qui est crucial, qui n'est pas mentionné partout, mais qui est très très important, c'est qu'il est financé par l'UFC. Faut préciser. Donc en fait, vous avez c'est comme si en gros, je sais pas, vous avez votre employé qui est chargé de vous sanctionner. c'est ça. C'est un système qui est un petit peu particulier. Enfin, c'est un petit peu à l'image. Alors, le président justement de cette organisation est un ancien membre du FBI. Donc, c'est pas forcément étonnant de la part de membres du FBI de pratiquer ce genre de choses. Ils aiment bien ils aiment bien les. Je vais peut-être pas dire ça, sinon il y a des membres du FBI qui vont arriver chez moi, j'ai rien compris. On va s'arrêter là, mais bon, c'est pas quelque chose qui est étonnant. En tout cas, c'est un format de collaboration qui est un petit peu particulier et sur lequel, du coup, on peut se questionner si c'est vraiment si indépendant que ça. Et du coup aussi, il y a, alors il faut que j'arrête de dire du coup parce que ça c'est catastrophique. Mhm. À la différence de USADA en fait, dès qu'ils avaient donc les échantillons, qu'ils avaient les résultats, ils annonçaient les résultats publiquement. Là, donc la DFSI, si je me trompe pas et je pense pas me tromper, ils vont transmettre les résultats à l'UFC, donc pas publiquement, et après c'est l'UFC qui décide de publier les résultats ou non. C'est Donc ça. ça c'est vraiment, je trouve, problématique, parce qu'imaginons, ils ont leur poule aux œufs d'or, ils veulent pas qu'ils sachent qu'il s'est fait péter pour dopage, est-ce qu'ils vont transmettre l'information ou non, tu vois? Ça Non. c'est... Non, bien sinon, je pense ils vont faire durer. C'est-à-dire, ils vont sortir de l'information après le main event, par exemple, après que le combat soit passé. Le lendemain ou après le lendemain, une fois que le combat est fait, une fois qu'ils ont fait la vente, qu'ils ont fait que le combat est terminé, boum, là ça sort. Alors qu'avant avec l'USADA, pas possible. On l'a vu avec John Jones contre Daniel Cormier, ça avait déjà été annulé. Je pense que c'est ce genre d'événements qui ont fait que l'UFC s'est dit, ok, il faut qu'on ait notre propre façon de gérer la chose. Alors Fishman, ils sont obligés, c'est toi Fischer, ils sont obligés d'avoir une organisation antidopage ou pas? Je crois pas que ce soit obligatoire, mais après aux yeux du grand public, c'est C'est sûrement mieux vu quoi. mieux vie. Mieux vu, voilà. Ah, mais c'est ça, à partir du moment où tu es une grosse orga que tu veux être legit sur le marché du MMA, à l'image aussi du One, le One fonctionne avec une autre organisation, ça s'appelle le WADA, World Anti-Doping Agency ou un truc comme ça. What the fuck, hein, parce que franchement, ça marche pas. Hein. Ouais. Vu le physique d'Estremont là-bas, ouais. Tu te dois
d'avoir une orga antidopage, tu te dois d'avoir une. Comment dire, c'est quoi le terme? C'est pas une orga, mais Ouais, bah, une façon de réguler le dopage. voilà. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. Ça part déjà dans tous les sens, je pense, mais là, ça donne de la crédibilité, voilà, à l'organisation. Donc, je pense que c'est. Alors, oui, c'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire d'un point de vue Éthique. business. Voilà, éthique aussi. Euh, c'est quoi ce qu'ils prennent, les combattants, comme produit, genre Anabo ou plutôt OPO, comme les Là, cyclistes, etc. toi qui peux le dire. Mais t'es une merde. T'es une merde. Est-ce que tu crois que d'ailleurs ces termes-là, on peut les dire en live sur Twitch ou alors on va se faire sauter Faut éviter les insultes. Donc, Non, pas merde, je te parle des produits dopants, etc. oui, tant que c'est dans un cadre d'explication et pas dans un cadre de, comment dire, de prescription, tu vois, truc comme ça, ouais, tu peux dire. Euh, Il y a tout le listing, j'ai tout lu parce que ça aussi c'est dispo sur le site de l'UFC, des substances interdites. Donc il y a vraiment sous toutes les catégories, que ce soit des stimulants, des stéroïdes, etc. Là, dans le petit, comment ça s'appelle? Le petit résumé sur le site de l'UFC, pas la liste complète, mais il y a EPO, testostérone, la GH, donc l'hormone de croissance. Bah, après, tu as toutes les substances stimulantes, je sais pas, de la med, de la cocaïne, enfin, tous les. À partir du moment où ça va entre guillemets donner un avantage, je pense que tu as des mecs qui vont vouloir taper dedans un peu tout et n'importe Ça, quoi, en hein. fait, t'as beaucoup de substances qui vont te donner juste, par exemple, un avantage sur le cardio, sur l'endurance, un peu à l'image des OPO, par exemple. Après, tu as d'autres produits qui vont te donner plus de muscles secs, donc plus de facilité à cutter, plus de facilité à descendre de catégorie. T'as des produits qui vont donner de la force pure. Après, tu as des cocktails qui vont te donner les trois. Là, ça devient compliqué. Il y a des choses qui vont mieux te réhydrater. Par exemple, les IV, comme on dit, Les c'est pas du intraveineuses, dopage, ouais. mais c'est une intraveineuse avec de la flotte dedans et des minéraux et du sel et tout ça, et du sucre. Tu as plein de choses comme ça qui sont formellement interdites. Comment on peut dire mais les formes sont très variées. Et les avantages que ça t'apporte sont très variés aussi. Et après, bah, donc, tu en as aussi qui vont t'aider pour le cutting, pour la thermogénèse, etc. Euh, Caféine, rando et nature caféine. Attends, avec qui Alors j'en la ai caféine, discuté il de me ça, de la semble que caféine? ouais, au-dessus d'un certain seuil, c'est considéré comme produit dopant. Ouais, il me semble. Mais il faut y aller, faut y aller, faut envoyer. Donc, ouais, il y a vraiment une très très grosse liste. Bah, voilà, de toute façon, c'est pas un secret de polichinelle. Le dopage dans le sport de haut niveau, c'est très, c'est quoi le terme? Répandu. Très répandu. Voilà, merci. Donc, il y en a qui se font péter, il y en a qui ne sont pas pétés parce que bah, là aussi, souvent, bah, dans le dopage, ils sont en avance par rapport au contrôle. Donc, ils arrivent à passer outre. Tu as même des produits pour cacher d'autres produits. Enfin, il y a tout un micmac dedans. Et j'ai vu une question, c'est qui décide de la sanction? Voilà, voilà. Rorschach, quand un combattant est testé positif, qui décide de sa sanction? C'est C'est la les commissions CSAD, athlétiques? Combat Sports Anti-Doping, géré par Georges Pirot. Donc, c'est pas la commission de chaque État qui va décider. Parce que en fait, quand il y a des UFC dans tel ou tel État, Ah, c'est c'est pas ce que je régulé vois. par des commissions athlétiques, en fait. Chaque État Là, a sa commission athlétique. ce que je vois, c'est que l'administration et la sanction vue par l'organisation dépendante sera fait par la CSAD et Georges Pirot. Donc Ok. voilà. C'est ce que je vois ici. Ah oui, d'ailleurs, donc c'est un exécutif senior avec plus de 30 ans de service dans tout ce qui est local et les lois fédérales, etc. En Ouais, gros, et en puis gros, il a 20 ans de FBI, bah, comme tu disais, ouais. Prendre sa retraite en tant que combattant. À quel moment prendre sa retraite, les conditions, le pourquoi? On 34 va, ans. 34 ans, c'est la fin. on va aborder ce sujet parce que même là encore actuellement, avec Chris Weidman par exemple, ou avec des mecs comme Tony Ferguson, c'est-à-dire que on rentre, alors soit dans un certain âge, oui en général c'est lié à l'âge, mais avec des contre-performances de mecs qui étaient déjà enfin qui ont été au plus haut, plus haut, plus haut, plus haut niveau, et bah, à quel moment s'arrêter? Est-ce que ça doit venir du combattant? Est-ce que ça doit venir de l'organisation, du public, des proches? Comment faire? Comment gérer ça?
C'est vrai que c'est très, très dur, hein, surtout pour les gens qui ont connu dans leur vie que le combat. Quand on dit: «Écoute, en fait, il va falloir que tu trouves une autre discipline, tu vas falloir que tu trouves une autre façon d'organiser ta vie». Il y en a beaucoup qui ont du mal, en fait, ils ont été conditionnés à faire que ça. La plupart des combattants, surtout, c'est des gens qui commencent en général assez tôt. On va dire dans leur, parfois c'est dans leur, que ce soit c'est dans leurs premières années de vie, hein. Parfois ils commencent, ils ont moins de 10 ans, parfois c'est entre 10 et 20 ans. Donc c'est des gens qui ont fait ça pendant toute leur vie. Tu leur dis: «Bon, maintenant, il faut trouver une nouvelle direction, il faut trouver une nouvelle méthode, pour gagner ta vie». Et ils arrivent pas à faire, à se dire: «Non, non, c'est pas possible pour moi, j'arrête», et ils s'entêtent. Ils s'entêtent et parfois, au péril de leur santé, hein. On l'a vu par exemple avec, donne-nous un bon exemple, Gabriel. Je Bah, sens que tu as des il y a BJ Penn, il y a Tony Ferguson, il y a Frankie Edgar. Il y a juste une petite phrase de All Star qui dit les lourds perdurent mieux. Et je veux juste rebondir là-dessus. En fait, les lourds perdurent mieux. Enfin, du moins, tu peux voir dans la catégorie poids lourd à l'UFC, par exemple, des mecs, c'est pas rare qui passent les 40 ans. Pourquoi? Parce que les lourds misent de manière générale sur leur force de frappe. Qu'est-ce qui va partir en premier chez l'être humain quand tu prends de l'âge? Ce sont tes réflexes. Explosivité, acuité visuelle, automatisme, etc. Et ça, c'est la caté qui utilise le plus ça, qui mise le plus là-dessus, c'est les catés légères. Flyweight, bantam, etc. Donc, ces qualités athlétiques-là vont partir en premier et les lourds, en soi, ont moins d'utilité, enfin, les utilisent moins, ils vont plus miser sur leur force pure. Et la force, elle est là, présente pendant encore longtemps. Et puis même, tu peux la développer, même en prenant de l'âge, quoi. et aussi les lourds, c'est souvent des gens qui atteignent leur, pic de maturité plus tardivement. En fait, souvent, pourquoi? J'ai pas forcément la raison, mais c'est vrai que les combattants lourds, quand ils sont jeunes, ils sont pas forcément super disciplinés. C'est surtout qu'ils sont lourds parce qu'ils sont gras, parce qu'ils ont une hygiène de vie assez, désastreuse, ou qui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de combattants plus lourds qui, en fait, atteignent leur apogée autour de justement entre 35 et 40 ans. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi une partie, mentale. Et donc après, comme tu disais, attends, j'ai un trou. Oui, quand tu me demandais des exemples justement de mecs qui doivent prendre leur retraite. Comme tu as dit, c'est des gens qui ont commencé très tôt et qui souvent ont tout mis de côté pour pouvoir être combattants. Et en fait, une fois qu'ils arrivent au moment où, soit ça performe plus, ou alors je suis plus enfin j'ai passé mon prime, etc. Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que C'est je ça. fais? Parce que j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Maintenant, moi qui ne savais que combattre, je ne me suis pas forcément développé, que ce soit de façon notoriété, parce que on voit des mecs qui ont eu leur carrière en sport de combat, mais comme à côté, ils ont quand même réussi à se développer, ils ont développé leur image, ils sont toujours bankable sur d'autres choses. C'est-à-dire en tant que présentateur, animateur, commentateur, par exemple. Euh, ou, je sais pas, ils ont développé leur image et tu vas les retrouver dans des films aussi. On a vu par exemple, Randy Couture, le mec qui a pris Georges sa retraite, Saint-Pierre mais aussi, voilà, ou dans Georges Captain dans Saint-Pierre. dans Captain America. Il y a ça aussi. Mais quand justement tu es un combattant, que tu as dédié ta vie entière au combat et que tu n'as fait que ça et que tu ne sais faire que ça, c'est peut-être aussi ça qui fait que tu as du mal à raccrocher Mmh. les gants quand Ouais. soit ton corps te dit de raccrocher, soit quand tu es proche ou le public te dit de raccrocher. C'est d'ailleurs une question que j'ai souvent, c'est des gens qui me disent: «Mathieu, j'aimerais même être au MMA et tout, je suis jeune, tout, qu'est-ce que je peux faire?» Et à chaque fois, j'ai la même réponse, c'est qu'il faut pas, donner toute sa vie au MMA quand tu es jeune, surtout quand tu es en études, parce que tu as des gens qui veulent complètement arrêter leurs études pour le MMA. C'est quelque chose que je recommande vraiment pas, puisque le MMA, c'est quelque chose qui est assez, il est très difficile d'en vivre. Tu peux te blesser facilement, donc tu peux facilement ne plus pouvoir combattre et tout. C'est important d'avoir d'autres choses à côté, d'avoir d'autres, occupations, d'avoir d'autres loisirs, même si le MMA, c'est une passion, d'avoir d'autres choses. Tu peux pas, comme tu l'as dit, avoir tous tes œufs dans le même panier, puisque c'est un trop gros risque. Quand tu mets tous tes œufs dans le même panier quand tu mets tous tes œufs dans le même «panier» entre guillemets, de quelque chose qui est sûr que tu pourras faire toute ta vie, ça va. Mais le MMA, c'est vraiment quelque chose où tu es obligé d'avoir une intégrité physique totale, une intégrité mentale totale. Donc tu es obligé d'avoir beaucoup de choses pour pouvoir le faire. C'est pas forcément le cas toute ta vie. Donc faut être conscient de ça et pouvoir rebondir d'impossibilité de continuer. Mais tu as justement des gens qui ont pas fait justement ce travail de développer d'autres choses et qui sont manipulés par ça. Et justement, alors aussi, c'est que quand tu combats, t'as l'adrénaline. Toi, tu te deviens un peu
addict, accro au Mmh. truc, parce que c'est quelque chose, c'est juste extraordinaire. Tu es au milieu d'un ring ou d'une cage, tu es devant du public qui scande ton nom, etc. Je pense que ça doit devenir une drogue. Et le jour où tu te dis, bah ça ne va plus arriver, euh, tu peux pas en fait. Tu peux pas, tu peux continuer justement à ressentir cette sensation. Et du coup, quand est-ce que ce serait qu'on pourrait se dire, «Je dois arrêter», en fait? Pour toi, Là, c'est quoi les signaux pour toi qui sont les plus marquants, qui te disent: «Tu dois arrêter maintenant»? grosse série de défaites. Grosse série. Alors, quand je dis grosse série, c'est pas tu pètes deux défaites, hein. C'est vraiment, je sais pas, sur tes allez, 5-6 derniers combats, tu as au moins 4-5 défaites, tu vois, et des lourdes défaites aussi cuisantes. Mmh. Parce que Mmh. tu peux avoir des défaites, je sais pas, des split decision ou ce genre de choses. Bon, c'est Ouais. pas très indicatif. Mais si sur tes 6 derniers combats, tu as pris 4 KO, faut que tu te poses la question de déjà d'une, est-ce que j'ai encore le menton? C'est quoi les séquelles? Ce genre de choses. Mmh. Il faut aussi que tu vois par rapport à ton âge. Tu ne vas pas récupérer pareil. Euh, Il y a puis même aussi de ton entourage. Je pense que pour faire performer, il faut déjà avoir un bon entourage, être vraiment bien entouré. Et du coup, écouter ton entourage. Si dans ton entourage, tu as une majorité de personnes qui te disent il va peut-être falloir penser à raccrocher les gants, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois.